Ok, bonjour tout le monde. Je suis ravi de constater sur mon vélo en arrivant tout à l'heure que le mois de novembre a réellement commencé enfin, avec des températures un peu fraîches et, ma foi, de la pluie. Ah, qu'est-ce qu'on demande de plus? Ok, donc avant de commencer, je vous ai proposé ces deux petites questions. Juste pour nous mettre un petit peu dans l'esprit virologie, vous avez eu les cours de mycologie avec Madame Moranteau, donc là on va basculer sur la virologie. Le virus qui a tué Louis XV, est-ce que quelqu'un le sait par hasard? Non. Louis XV a été tué par la variole. À un âge relativement avancé. Il était, je ne sais pas quel âge il avait, mais il avait régné depuis longtemps. Donc il n'était pas un enfant, mais il n'avait jamais été exposé à ce virus. Et il l'a attrapé, il est tombé très très malade et il en est mort. Et ensuite, on a l'accession de Louis XVI, la Révolution française et tout ça. Alors, la prochaine grande pandémie risque d'être... Si quelqu'un en sait quelque chose, il faut le dire à l'OMS. C'était quoi la dernière pandémie? C'était quoi? La Covid-19, donc un coronavirus. Et avant, on a connu plusieurs vagues pandémiques de nouveaux virus de la grippe, de nouvelles souches de virus de la grippe. Donc, la réponse à cette deuxième question, je pense que personne ne le sait vraiment. Et c'est la raison pour laquelle il faut maintenir en place une surveillance pandémique pour essayer de faire un peu mieux la prochaine fois que par rapport à ce qu'on avait le monde a fait en 2019-2020. Mais néanmoins, on a toujours le risque, il existe un risque permanent de transmission de virus zoonotiques qui infectent des animaux qui peuvent éventuellement affecter les humains. Et les pandémies viennent de cette source-là. Donc, qui sait, voilà, un autre coronavirus, c'est pas exclu, une autre souche de virus de la grippe, c'est aussi possible. Ok, donc ça c'était juste un peu pour l'introduction. Donc on a 6 créneaux de CM pour regarder, on a un peu plus de détails, la virologie fondamentale. Donc tout le monde ici, normalement, si vous avez fait votre L1 ici à Nantes, vous avez eu des cours avec moi il y a 2 ans sur l'introduction à la virologie. Donc je considère que ces choses-là sont acquis. Si ce n'est pas le cas, je vais mettre les liens sur la page Madoc sur les vidéos YouTube de mes CM, Introduction à la virologie. Comme ça peut être voilà, un peu de rattrapage. Donc on va avoir peu de rappels, un petit peu quand même, mais pour la suite, le programme c'est, on va faire la structure et classification de virus. On a un peu plus de détails que ce qu'on a vu il y a 2 ans. Ensuite, on va passer 3 cours à regarder dans les détails comment font les virus pour s'attacher aux cellules et à les infecter. Comment font les virus pour répliquer et exprimer leur génome au sein des cellules infectées. Et puis, à la fin, comment les virus construisent de nouvelles particules infectieuses et les libèrent à partir d'une cellule infectée. Parce que si on reste à l'intérieur de la cellule infectée, on ne va plus jamais se transmettre à une autre cellule. Donc ça, c'est un peu la partie fondamentale, les 4 CM. Et ensuite, je vais regarder 2 cas un peu particuliers. On va faire les pathologies virales et maladies à prions. Probablement ça, je vais le basculer en CM6. Parce que par le passé, quand j'avais fait un peu notre version de ce cours dans l'option licence 3, j'avais tendance à
prend trop de temps et ça a grignoté sur le temps du dernier cours. Donc pour éviter ça, je vais probablement présenter les virus des plantes en CM5 et comme ça on est sûr que je reste sur un créneau de CM pour les différents types de pathologies virales et des maladies à prions qui sont quand même des choses à part, mais on les met souvent dans le même panneau que les infections virales. C'est bon à savoir que ça existe. Ok, donc ça c'est notre programme et je mettrai les CM sur ma doc au fur et à mesure qu'ils sont complets, sont prêts. Donc j'ai mis les 2 premiers ce matin. 3, 4 et virus des plantes, c'est prêt également, donc je les mettrai tout à l'heure. Ok, donc pour la structure et la classification du virus. Donc pour la structure du virus, une des questions, c'est comment on sait à quoi ressemblent des particules virales. Parce que la grande majorité des particules virales ont un diamètre inférieur à 200 nanomètres et donc ils sont impossibles à visualiser en microscopie optique, parfois appelée microscopie photonique. Donc on a besoin d'approches plus puissantes pour pouvoir afin d'avoir un aperçu de la structure des particules virales. Et la première technique qui a permis d'obtenir des images des particules virales, c'est la mise au point de la microscopie électronique à coloration négative, donc, qui était inventée à la fin des années 1930. Et on commence à voir les premières images de bactériophages dès les années 1940. Coloration négative, qu'est-ce que ça veut dire? En réalité, les protéines et les molécules biologiques sont relativement translucides aux électrons. Donc, si on met un objet biologique sous un microscope électronique à transmission, en général, on ne voit pas grand-chose. Donc, pour voir bien, il faut mettre un agent de contraste. Donc, typiquement, c'était des métaux lourds comme l'acétate d'uranyle. Maintenant, il y a d'autres composés qu'on peut utiliser. Et l'acétate d'uranyle, ça va déposer des atomes d'uranium un peu partout, là où on n'a pas de protéines sur la grille du microscope électronique. Donc là où j'ai déposé l'acétate d'uranyle, les électrons seront bloqués par ces atomes d'uranium et cela apparaît noir. Donc c'est pour ça que mon fond est noir ici. Donc là, j'ai tout un tas de mon agent de contraste qui bloque la transmission des électrons. Mais là où j'ai des protéines, ou une structure en protéique, en fait, des électrons passent. Et ça me donne cette image en clair des structures de ma particule virale. Donc la microscopie électronique à coloration négative, c'est l'outil de base en virologie depuis les années 1930 jusqu'à présent pour visualiser une particule virale. Alors, cette microscopie marche bien pour les virus non enveloppés parce que les particules sont très compactes et stables, mais marche moins bien pour les virus enveloppés parce que la préparation de l'échantillon consiste à l'absorber sur une grille métallique, le mettre sous vide pour le zapper avec un faisceau d'électrons. Et ce traitement-là, physiquement, c'est assez costaud et des particules virales enveloppées qui ont tendance à être moins stables peuvent se désagréger dans ces conditions-là. Donc, il faut un peu garder ça en tête, la qualité de l'image, le reflet de ce que c'est la réalité biologique, ça peut être impacté par la procédure de préparation de l'échantillon. Alors, donc ça nous donne une image de la particule virale en entier. Donc, si on veut avoir des informations plus précises, il faut essayer de... attends, mais je devrais peut-être passer au troisième truc là. Donc, la microscopie électronique à coloration négative
ça marche plutôt bien pour des virus non enveloppés. Pour des virus enveloppés, depuis une trentaine d'années maintenant, c'est la cryomicroscopie électronique qui est privilégiée. Parce qu'ici, ce que l'on va faire, c'est qu'on va ne pas déposer des particules virales sur une grille métallique sous le vide. On va les congeler dans un milieu liquide pour donner de la glace vitrifiée. Et ça, c'est quelque chose qui va conserver un peu mieux la structure réelle de la particule virale. Donc l'inconvénient, c'est qu'on n'a pas d'agent de contraste. Donc les images en microscopie électronique, en cryomicroscopie électronique sont un peu comme ça, là. J'ai du gris foncé sur un fond de gris clair. Mais néanmoins, les techniques d'analyse de signal sont tellement avancées maintenant qu'à partir de ce type de données de base, on peut reconstruire les images de la structure en 3 dimensions de toute la particule virale, à l'extérieur aussi bien qu'à l'intérieur. Donc ce type d'image, une reconstruction en 3 dimensions, une particule virale, souvent ça vient de la cryomicroscopie électronique. Et pour certaines particules virales, on peut aller jusqu'à la résolution atomique. Alors pour la résolution atomique, si on veut connaître la structure d'une protéine virale, on va utiliser plutôt la cristallographie à rayons X, comme pour résoudre la structure d'une protéine, mais les virus non enveloppés peuvent aussi former des cristaux. Les particules entières sont tellement ordonnées et uniformes qu'on peut produire des cristaux de particules virales complètes, dans certains cas. Et il existe un certain nombre de structures de particules virales qui ont été résolues par la cristallographie à rayons X. Donc on connaît leur structure jusqu'à l'échelle atomique. Donc souvent, je vais montrer des images un petit peu comme ci ou comme ça que j'ai recopiées sur les bases de données. Et ces images viennent des modèles de structure des particules virales obtenus par ce type de technique. Donc c'est comme ça qu'on connaît les structures des particules virales. Alors, ça c'est un peu les techniques qu'on emploie. Une fois qu'on fait ça, qu'est-ce que l'on voit? Donc on peut voir les plus petits des virus, comme les Circoviridae, avec le Cercovirus porcin 2. Et la particule virale va être une toute petite sphère, une petite sphère, une petite structure sphérique avec un diamètre de seulement 17 nanomètres. C'est à peu près la particule virale la plus petite qui existe. Donc, cette particule virale est composée de 60 copies d'une protéine et contient à l'intérieur un génome en ADN circulaire simple brun, juste 1768 nucléotides qui codent pour 2 protéines. Et ça, c'est le minimum pour un virus. Une protéine qui code pour la protéine de un gène qui code pour la protéine de capside, qui forme la particule virale, et un gène qui code pour une protéine qui aide le virus de répliquer son ADN. Donc ça, c'est vraiment le minimum. Et à côté de ça, les particules virales les plus complexes sont par exemple le Pandoravirus, avec des particules virales qui sont plus de 1 micromètre en longueur, 500 nanomètres de diamètre. Donc ces particules virales-là, on peut les voir en microscopie optique. Si on purifie ces particules virales et on essaie de les caractériser sur le plan biochimique, on peut constater qu'il y a plus d'une centaine de protéines différentes incorporées dans ces particules. Et l'ADN génomique est 2,5 millions de paires de bases, codant pour environ 2500 gènes. Donc, les virus géants sont plus grandes que les plus petites des bactéries. La structure de la particule infectieuse est plus grande que les plus petites des bactéries. Le génome aussi est plus grand.
Alors, une chose que je dis toujours sur cette diapo, c'est qu'il n'y a pas de relation entre la complexité de la particule virale et la complexité de l'organisme qui est infecté. Donc, le Pandoravirus infecte des amibes, donc des organismes eucaryotes unicellulaires, tandis que le PCV2 infecte les porcs, les cochons, donc un mammifère avec une biologie complexe. Ok, donc quels sont les éléments de structure virale? Donc la première distinction que l'on fait, c'est si la particule virale est enveloppée ou non enveloppée. Chez les virus non enveloppés, la particule infectieuse est composée d'un acide nucléique à l'intérieur, entouré d'une couche de protéines, que l'on appelle la capside. Chez les particules, qu'on appelle aussi le virion, les particules enveloppées, on a la même chose à l'intérieur, l'acide nucléique entouré d'une capside en protéines, mais le tout est entouré d'une bicouche lipidique qu'on appelle l'enveloppe. Alors, chez les capsides, on constate deux types d'architecture. Avec une symétrie hélicoïdale qui donne des capsides en forme de bâtonnet ou des capsides de structure un peu sphérique avec une symétrie icosaédrique. Donc ça donne des particules virales à peu près sphériques. Et chez les bactériophages, on a une sorte de mélange de ces deux éléments de structure. Donc on a la tête qui est icosaédrique et éventuellement une longue queue qui a une forme et une structure hélicoïdale. Donc ça, c'est pour les deux types de capsides, les deux types d'architecture de capsides. Chez les virus enveloppés, on peut appeler des virus enveloppés de structure simple, les virus enveloppés où on voit à l'intérieur une capside qui est soit icosaédrique, donc ça c'est une particule virale du cytomégalovirus, donc on a une capside icosaédrique entourée d'enveloppe lipidique. Ou alors on a une capside qui est plutôt en allongée avec une symétrie hélicoïdale. Alors les virus enveloppés de structure complexe, on voit qu'on a des bicouches lipidiques qui délimitent la structure de la particule virale, mais à l'intérieur, on ne voit pas vraiment d'éléments de structure simple comme celui-ci ou celui-ci. Donc toutes ces images sont des prises de vue en microscopie électronique et plusieurs familles de virus ont été identifiées et nommées à partir de leur morphologie en microscopie électronique. Donc les coronavirus, les coronaviroidae, on avait l'impression que la glycoprotéine de spike forme une couronne autour de la particule virale. Les arenaviroidae avaient une texture granuleuse à l'intérieur de la particule. Les caliciviridae ont des sortes de petites coupes à la surface de la particule virale. Donc ce type d'image était utile dans un premier temps pour identifier et regrouper des virus dans différentes familles. Donc ça faisait partie de la classification. Ok, donc ça c'est les structures. Quelles sont les fonctions? Alors, la fonction de base de la capside, c'est de protéger le génome viral. Pour n'importe quel virus, il doit quitter la cellule infectée et être libéré et infecter une autre cellule, et éventuellement et aussi un autre organisme. Et une molécule d'ARN ou d'ADN libérée dans l'espace extracellulaire, dans le sérum ou dans l'eau de mer, elle ne va pas durer très très longtemps. Donc, tout virus a besoin de former une capside qui protège l'ADN ou l'ARN viral lorsqu'il quitte la cellule infectée. Donc ça, c'est la fonction primordiale des protéines de capside. Et chez les virus nus, c'est un autre mot pour les virus non enveloppés,
les protéines de capsides sont également essentielles pour l'attachement sur la cellule hôte et l'entrée infectieuse dans cette cellule. Chez les virus enveloppés, la nucléocapside, pareil, c'est notre herpès virus à nouveau. Là, on voit la nucléocapside en bleu clair. Tout autour, on a l'enveloppe. Mais c'est clair que les protéines de la capside n'ont pas accès à l'extérieur de la particule virale. Donc, elles ne peuvent pas être impliquées dans l'attachement et l'entrée du virus. Donc, tout virus enveloppé doit exprimer des glycoprotéines de surface qui, elles, vont s'occuper de cette fonction essentielle pour le virus, qui est de s'attacher à des cellules et médier leur entrée infectieuse. Donc, n'importe quel virus enveloppé va avoir au minimum une glycoprotéine d'enveloppe. Sinon, elle ne peut pas être infectieuse. Donc, glycoprotéines d'enveloppe à l'extérieur, qui sont des protéines transmembranaires virales. Et un bon nombre de virus enveloppés ont également des protéines qui sont situées entre la nucléocapside et l'enveloppe. Donc, c'est ce qu'on voit un petit peu sur le schéma. Ça, c'est la nucléocapside à l'intérieur. Les petits blocs en clair, là, ce sont des protéines de matrice. Et dans certains virus, on les appelle des protéines du tégument. Alors, quelle est la fonction de ces protéines-là? Bon, les protéines de matrice ont souvent une fonction pour maintenir l'intégrité de la particule virale et assurer que l'enveloppe reste bien collée sur la nucléocapside. Elles sont également souvent impliquées dans la formation de particules virales. Pour les protéines du tégument, on voit que l'organisation est un petit peu plus lâche et un peu moins rigide. C'est toute cette zone amorphe-là. Leur fonction est intéressante. Elles sont injectées dans la cellule hôte directement après l'infection. Donc je vais vous dessiner ça parce qu'il n'est pas préparé en diapo. OK. Là, j'ai ma particule virale et j'ai mes protéines de tégument, là, comme ça. Donc, mon herpès virus va se fixer à la cellule hôte via ces glycoprotéines qui vont se fixer sur un récepteur. Comme on verra au deuxième cours, le résultat de cette interaction, ça va être la fusion membranaire. C'est-à-dire que j'aurai la formation d'une sorte de membrane continue entre l'enveloppe virale et la membrane de la cellule hôte. Et c'est ça qui permet de faire passer la nucléocapside dans la cellule infectée, mais aussi mes protéines de tégument. Donc ces protéines de tégument peuvent aller interférer avec la cellule hôte et le préparer et démarrer le cycle de réplication virale. Okay, donc c'est pour ça que les protéines de tégument ont une fonction qui est là pour démarrer et soutenir la réplication virale. Ce sont les premières protéines virales qui vont être injectées dans la cellule hôte. Ok, bon, bah, on va voir si vous avez capté un petit peu de cette introduction et normalement ça va marcher sur WooClap et ça va être le code WooClap pour cette activité. Oh, qu'est-ce que j'ai fait là? Désolé. Attends, pendant que je suis en train de démarrer le truc sur Madoc, il m'a fait avancer les diapos en même temps.
Ok, bon, j'ai 33 connexions et 23 réponses. 24. Ouais, 25. Ok, ça n'a pas changé depuis un petit moment. Donc, ce que vous avez envoyé, c'est ça. Donc, la réponse plébiscitée, c'est que certaines particules virales sont plus grandes que certaines bactéries. Oui, c'est vrai. Ça, c'est correct. Réponse 1, on peut éliminer les particules virales par filtration. Bah, la plupart du temps, ce n'est pas vrai. La plupart des particules virales vont passer à travers le filtre. Et c'était d'ailleurs la première définition de ce que c'était une infection virale. C'était un agent infectieux filtrable. Donc oui, voilà. Donc la plupart du temps, les particules virales vont passer à travers le filtre. Donc un, c'est faux. Alors les deux autres, donc là c'est bon, les deux autres c'est pas bon. Ok, il est possible de déterminer la structure d'une particule virale enveloppée par cristallo X. En gros, non, ça ne marche pas parce que pour que ça marche, il faut que les particules virales forment des cristaux. Et c'est-à-dire que chaque particule soit totalement identique à toutes les autres, comme une molécule de protéines ou comme un cristal de petites molécules. Mais ce n'est pas forcément le cas avec les enveloppes virales, parce que l'enveloppe, ça rajoute un peu de fluidité, un peu de désordre. Donc il est, je pense que c'est carrément impossible d'obtenir des cristaux d'une particule d'un virus enveloppé. Les particules virales ne sont pas identiques à ce point-là. Okay, donc ça c'est faux, et la réponse 3 est vraie. Okay, donc les virus nus sont plus résistants aux détergents que les virus enveloppés. Donc ça, je ne vais pas dire précisément, mais c'est néanmoins un truc important, et c'est vrai. Donc c'est important de comprendre pourquoi c'est le cas. Donc on va revenir. Bon, voilà. Donc la question proposait qu'un virus enveloppé comme ça est plus résistant aux détergents qu'un virus nu ou non enveloppé. Et globalement, tout le monde a dit non, c'est pas vrai. Mais oui, c'est vrai. Parce que les détergents, qu'est-ce qu'ils vont faire avec l'enveloppe virale? Si je mets du savon sur une tache de gras, ou si je fais ma vaisselle et je mets le liquide vaisselle, tous les lipides vont être solubilisés par le détergent. Et une bicouche lipidique soit solubilisée par le détergent. Et vous allez me dire, ouais, mais en fait, on garde la nucléocapside. Donc le virus, il va encore bien. Mais pour des virus enveloppés, il ne faut pas oublier que les glycoprotéines d'enveloppe sont essentielles pour l'attachement et l'entrée. Ah, j'aurais dû le garder, moi, mon super particule virale. Donc si j'ai mon virus qui est comme ça, là, recouvert de glycoprotéines d'enveloppe, je le traite avec des détergents, du savon. La glycoprotéine, l'enveloppe de la particule virale se barre. Ok, j'ai encore la nucléocapside, mais ce truc-là est non infectieux parce que j'ai enlevé les glycoprotéines d'enveloppe qui sont essentielles pour l'infection des cellules. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose qui est généralement vrai. Les virus non enveloppés sont plus résistants aux détergents et aux autres traitements chimiques. Et ça a une importance pour quelle procédure permet d'inactiver un virus sur les mains ou sur des surfaces. Pour des virus enveloppés, comme le SARS-CoV-2 ou le virus de la grippe, souvent un simple lavage au savon, ça va suffire, parce que le savon va dégrader ou disperser les enveloppes virales, et ce qui reste sont non infectieux pour un virus
non enveloppés, comme les norovirus qui provoquent des gastro-entérites, un simple lavage au savon, ça ne va pas suffire. Ça va peut-être enlever une partie de la charge virale, mais ce qui reste sur la surface restera infectieux. Et donc, il faut des composés chimiques plus costauds pour inactiver les particules virales non enveloppées. Donc, le 3, là, ça c'est vrai et c'est un truc important en pratique. Alors, donc on va regarder un peu plus en détail sur ces deux structures de base des capsides virales. Donc, l'idée de base d'une capside à symétrie hélicoïdale, c'est de dire que... Oh tiens, mais je vais m'amuser à dessiner des trucs là. Oui, hop. Alors, l'idée de base d'une nucléocapside hélicoïdale, c'est lié à la fonction. Donc, j'ai une molécule d'ADN ou d'ARN qui est un long polymère linéaire et je veux protéger cette molécule par une couche de protéines pour éviter qu'elle se dégrade. Et une façon de faire, c'est de faire une sorte de hélice de protéines qui tourne autour de l'ARN ou de l'ADN génomique. Et comme ça, je rajoute une couche de protéines tout sur le long. Donc ça, c'est l'idée de base derrière les capsides à symétrie hélicoïdale. Et ça va finir. Donc on exprime une protéine qui a une tendance à faire des anneaux. Et lorsque ces anneaux de protéines interagissent avec l'ARN ou l'ADN viral, cela démarre une polymérisation qui permet de former une structure qui s'allonge comme ça. Donc, on a, et ça donne une capside en bâtonnet. Alors, chez les virus des plantes, on a beaucoup de virus non enveloppés avec des capsides de structure hélicoïdale. Chez les virus des animaux, on a ce type de nucléocapside uniquement chez les virus enveloppés. Donc, c'est le cas pour le virus de la rougeole. On voit que la particule virale est comme ça. Et à l'intérieur, on a des sortes de filaments de ribonucléoprotéines. Chez les filovirus, comme le virus Ebola Zaïre, on voit clairement qu'on a une sorte de particule en forme de bâtonnet qui peut des fois être courbée. Okay, donc ça, c'est l'idée relativement simple. Alors, il y a un problème avec ça. Et le problème, c'est plus le génome est grand, plus la particule va être longue. Et si j'ai une longue complexe en nucléoprotéines qui est rigide, bah, ça va mener à une instabilité physique. Et ça va imposer une limite à la taille du génome que le virus peut incorporer. Donc, comment on peut résoudre ce problème? Alors, chez les virus des plantes, il y a quelques solutions intéressantes, c'est-à-dire qu'on va distribuer le génome sur plusieurs segments. Donc, c'est-à-dire que chez les tobravirus, par exemple, tu vois ici dans une préparation de ce virus, je vois que j'ai des particules qui sont... Ah, mais je suis sur mon écran à moi. Des particules qui sont longues et des particules qui sont courtes. Donc, ces particules longues renferment une molécule d'ARN génomique et les particules courtes renferment une autre molécule. Donc, le génome complet du virus fait quelque chose comme 11 kilobases de longueur, comparé au mon virus de mosaïque du tabac, comme ça, qui fait que 6,5 kilobases de longueur. Donc, c'est ce qu'on appelle un génome multipartite. On verra ça avec les virus des plantes après. Donc ça génère un autre problème parce que pour déclencher une infection, il faut que tous les segments génomiques arrivent dans la même cellule en même temps. Donc ça, c'est pas évident, ça. Alors, une autre possibilité, c'est en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va rendre la nucléocapside plus flexible et puis on va la replier à l'intérieur d'une enveloppe. Et c'est ce qu'on voit chez les virus des animaux avec une nucléocapside hélicoïdale. Ce sont tous des virus enveloppés
Et cette organisation permet au virus d'avoir un génome qui est un peu plus long, mais qui reste encore stable, parce qu'on a replié la nucléocapside à l'intérieur d'une particule qui est sphérique. Donc ça aussi, c'est un peu le concept derrière les capsides icosahédriques. Cette fois-ci, pour la capside icosahédrique, l'idée c'est que on ne va pas considérer la molécule d'ADN ou d'ARN génomique juste comme une sorte de fil qu'on va tirer sur 2 dimensions, mais on peut la replier sur elle-même comme une sorte de pelote de laine en 3 dimensions. Et ça va prendre beaucoup moins de place. Et si je fais ma pelote de laine à l'intérieur, ce que je dois faire après, c'est former une sorte de couche, comme une coque à l'extérieur, former des protéines. Donc les capsides à symétrie icosahédrique sont basées sur cette idée-là. Les protéines de capsides vont former un ballon creux et l'acide nucléique du virus va être impacté ici à l'intérieur. Et donc comme ça, on peut garder une structure qui reste relativement petite et très stable, même avec un génome plus grand. Donc la façon la plus simple de faire ça, c'est d'assembler 60 copies d'une seule protéine virale. Mais les capsides comme ça finissent par rencontrer à nouveau une limite de la taille. Donc avec ce type d'architecture, on peut former les capsides qu'avant 20 à 30 nanomètres de diamètre maximum. Donc si on veut un génome plus grand, il faut que la capside soit plus grande. Et donc pour cela, il faut avoir des capsides avec des architectures un peu plus complexes. Donc on va passer un petit peu de temps pour comprendre comment ça fonctionne. Alors, l'architecture ou la symétrie icosahédrique. Donc, on a vu ici que la vraie structure de ma particule virale, de ma capside, est sphérique. C'est comme un ballon. Okay? Mais on dit néanmoins que cette structure possède une symétrie icosahédrique. Alors, pour comprendre cela, il faut avoir en tête comment on fait une structure à peu près sphérique qui est régulière à partir de triangles ou de pentagones. Donc si je mets 20 faces triangulaires ensemble, ça me donne un icosèdre. Si je mets 12 faces pentagonales ensemble, c'est un dodécaèdre. Mais en quelque sorte, la symétrie de ces deux particules-là sont semblables parce que à chaque sommet ici de mon icosèdre, vous avez 5 lignes, 5 arêtes qui partent de chaque sommet. Donc ça, c'est un axe de symétrie d'ordre 5. J'ai les faces triangulaires. Au milieu de chaque triangle, j'ai un axe de symétrie d'ordre 3. Et les arêtes entre les triangles me définissent un axe de symétrie d'ordre 2. Et j'ai les mêmes types d'axes de symétrie sur le dodécaèdre. Donc si je peux former 20 faces triangulaires ou 12 faces pentagonales, ça va me donner une particule qui possède une symétrie dite icosahédrique. Donc le plus simple, c'est si j'ai 12 pentagones. Mais si je veux ajouter, former une structure qui est plus grande, comment je peux faire? Je peux faire des pentagones plus grandes, mais l'argument pour lequel ça c'est pas possible, c'est intéressant mais un peu plus complexe. Mais en fait, ce qui marche, c'est si j'ajoute des hexagones. Donc là, j'ai toujours à chaque arête, chaque sommet de mon icosèdre, j'ai un pentagone. Et à chaque face triangulaire, j'ai un hexagone. Et je peux continuer, je peux en ajouter autant d'hexagones que je veux. Donc, si j'ai des protéines qui peuvent former des pentamères, ça va me donner les pentagones qui vont se mettre au sommet de mon icosèdre. Et si j'ai une protéine qui peut former des hexamères, ça va me former des hexagones. Et je peux en ajouter autant que je veux. D'accord ?
Alors, cette structure-là, bah, c'est assez familier parce qu'un ballon de foot, il est construit comme ça. Une molécule de Buckminster-Fullerene est comme ça. Et à chaque fois, on a un nombre variable d'hexagones, mais on a toujours 12 pentagones. Et ici, dans la cité interdite à Beijing, on a une sorte de ballon, un sphère ici. Principalement, on voit des hexagones, mais de temps en temps, on voit un pentagone. J'avais vu l'autre fois, mais il faut regarder, mais il y en a. Là, c'est un pentagone. Là. Parce qu'ils avaient compris, on ne peut pas avoir la courbure, la structure peut pas, la courbure ne peut pas fermer si je n'ai pas des pentagones. Et aussi des dômes géodésiques comme ça, là. C'est quoi ça? C'est à Paris, ça, c'est où ça? C'est à la Villette, le truc de parc de la découverte à la Villette. Et donc on a des panneaux qui forment des hexagones. Et de temps en temps, on a un petit pentagone là-dedans, là, comme ça, qui est nécessaire pour introduire la courbure dans la particule, dans la structure. Donc, avec ce système, on a des particules virales avec de plus en plus d'hexagones, mais toujours 12 pentagones. Et les structuralistes qui ont formalisé un petit peu quel est le type de structure de telle capside icosaédrique ont résumé cette organisation en pentagone et en hexagone avec ce qu'on appelle le numéro T. Donc, pour calculer le numéro T, il faut imaginer qu'on a une sorte de réseau régulier d'hexagones, mais de temps en temps, on va placer des pentagones. Et sur mon réseau d'hexagones, j'ai deux axes. J'ai l'axe K qui monte comme ça et l'axe H qui va comme ça, sur la diagonale. Et donc, pour passer de ce pentagone à celui-ci, je dois faire un certain nombre de pas sur cet axe et un certain nombre de pas dans l'autre axe. Donc ici, je dois passer 1, 2, 3, 4 pas sur mon axe H et 2 pas sur mon axe K. Donc je pourrais dire, voilà, c'est un truc, si j'ai des pentagones distribués comme ça, j'ai H4, K2, mais en fait, on leur résume ça dans ce qu'on appelle le numéro T, le numéro de triangulation. Et la formule qui permet de calculer, c'est H au carré plus HK plus K au carré. Donc ici, j'ai 4 au carré, donc 16, plus 8, plus 4. Donc ce qui me fait T égale 28. Et ce numéro T résume la disposition relative des hexamères et des pentamères qui forment une capside de symétrie icosaédrique. Donc c'est quelque chose qu'on voit dans les bases de données, voilà, tel virus a une capside icosaédrique T égale telle ou telle chose. Donc pour voir comment, si vous avez compris là, j'ai pas de QR code pour ça. Donc ça c'est une image d'une capside, je pense d'un herpès virus d'ailleurs. Oui. Donc par exemple là j'ai un... Ah, ok, il faut repérer à chaque fois un pentamère, un pentagone et des hexamères. Et c'est un pentamère vers le pentamère le plus proche. Ça peut être dans n'importe quelle direction. Mais là, je vois un pentamère ici, là. Ça, c'est hexamère, hexamère, hexamère. Et là, c'est à nouveau un pentamère. Mais c'est difficile de les voir. Donc, ce que je dois faire, je dois passer de là à là. Et quel va être mon numéro de T? L'autre façon de voir ça, c'est... Donc, il faut faire ces deux trucs-là d'abord, et ensuite on peut calculer le numéro T. Vous avez une idée là?
Alors, on va faire dans l'ordre le axe H. J'ai combien de pas? Hein? Et l'axe K? Oui. Et ça me donne 16. Correct. OK, donc je vais juste montrer un peu ça. Donc là, j'ai un pentamère. Là, j'ai le pentamère le plus proche. Donc je dois prendre 1, 2, 3, 4 pas sur un axe et 0 pas dans l'autre axe. L'autre axe, il part par là. Si vous voyez bien, il part par là, quoi. Donc je pars 0 dans ce sens, mais je pars 4. Donc ça me donne mon numéro T est 16. Alors on va voir pour un autre. Donc ici, c'est moins évident, mais les axes de symétrie 5 sont là. Quel est le numéro de T de cette capside? Et c'est un peu le même truc, combien de pas j'ai sur chaque axe. Oui. Attends. H, il va être combien là? Et K? Et ça fait 4. C'est plutôt ça qui n'est pas bon. C'est 1. C'est 2 et 1. Qui va nous donner 4 plus 2 plus 1, 7. Pourquoi c'est 2 et 1? Je veux aller de là à là. Donc je dois partir un pas dans ce sens-là. On voit la ligne qui part par là. Et puis ensuite, 2 pas dans une ligne qui va par là. Donc j'ai H égale, bon, si c'est mon H, il est comme ça, j'ai H égale 2 et K égale 1. Donc un pas ici et 2 pas par là. Donc ça, c'est une capside T égale 7. OK, donc ça, c'est le numéro T. Et comment le calculer à partir d'une image? Alors, quelle est l'importance de ce fantastique numéro T? Bon, c'est un truc des structuralistes, mais c'est intéressant parce que, globalement, plus le numéro T est grand, plus le diamètre de la capside sera grand. Parce que plus je mets d'hexagones entre mes pentamères. Et globalement, plus j'ai de capsides, plus la taille du capside est grande, plus je peux avoir d'ADN ou d'ARN génomique. Alors, il y a quand même une petite exception parce que chez les picornavirus, on a une capside qui fait 27 à 30 nanomètres de diamètre et mon génome c'est 7 à 8,5 kilobases, tandis que pour le virus de l'hépatite B, les Hepadnaviridae, j'ai une particule qui est un peu plus grande, mais mon génome est plus petit. Qu'est-ce qui explique ça? Si je dis que la règle générale, c'est que plus la capside est grande, plus mon génome peut être complexe. Mais là, ce n'est pas le cas. Pourquoi? Oui. Oui, exact. Simple brin, double brin. Donc les virus avec un génome en ARN ou en ADN simple brin, ont besoin de moins de place à l'intérieur. Parce que le deuxième brin, ça prend de la place aussi. D'accord? Donc si on tient en compte la nature du génome, simple brin, double brin, tout suit la règle. C'est-à-dire plus on a une capside grande, plus on peut mettre d'acide nucléique à l'intérieur. Alors, donc jusque-là, on a considéré ces hexagones ou ces pentagones comme des sortes d'objets abstraits mathématiques, mais en réalité, ils sont formés de protéines qui forment la capside. Donc, les capsides sont formées de
hexamères et de pentamères de protéines. Et souvent, on a une protéine qui va former le pentamère, qui va se retrouver au sommet de notre structure icosahèdrique. C'est le cas chez les Picornaviridae, c'est la protéine VP1 qui forme un pentamère. Et 3 copies de VP2 et 3 copies de VP3 vont former un hexamère. Donc ça, c'est bien des protéines différentes pour les pentamères et les hexamères. Mais aussi, une autre configuration est possible, ce qu'on voit souvent aussi chez d'autres virus, c'est que la même protéine a la capacité de s'assembler en pentamère ou en hexamère. Et chez le cas pour cette capside d'herpès virus, c'est exactement la même protéine qui est ici et qui est là-bas. Et en fait, elle va être associée à une autre protéine qui va déterminer si elle va rester en pentamère ou en hexamère. Et à la base, les sous-unités répétées, c'est la même protéine. Alors, il y a quelques exemples un peu particuliers chez les particules lentivirales. Je ne sais pas si vous vous souvenez un peu de cette image, mais on avait des particules enveloppées et à l'intérieur, on a une nucléocapside, une capside qui est conique. Et ça, c'est formé par la protéine de capside CA. Alors, comment je fais un truc un peu de ce forme-là, tandis que on veut un truc rond? Mais lorsqu'on regarde bien, la structure conique est formée d'une sorte de truc déséquilibré. La partie au milieu, c'est que des hexamères. Mais ici, j'ai 5 pentamères par là et 7 pentamères au-dessus. Donc, il faut toujours 12 pour fermer la structure. Et la raison pour laquelle j'ai pas un tube qui est régulier, c'est que avec 5 pentamères, au lieu d'avoir un truc qui se ferme comme ça, et ça part à la verticale à chaque fois, j'ai 5 pentamères, je n'ai pas introduit assez de courbure, donc ça va continuer à partir dans les deux sens. Et c'est ça qui donne la structure conique. Et donc si je veux fermer la capside, ben, il faut trouver le moyen d'ajouter 7 pentamères à l'autre extrémité. Et néanmoins, c'est considéré comme une sorte de modification des capsides icosahèdriques. Pareil, chez les capsides allongées qu'on voit chez les bactériophages, pour ces capsides-là, on a 6 pentamères ici, 6 pentamères là-bas, et des fois, on a un truc allongé. Donc, on a des protéines virales qui sont capables de faire des pentamères ou des hexamères, et ces protéines virales possèdent des repliements ou les motifs de structure qui sont particuliers. Et le premier qui était résolu, c'était le beta barrel jelly roll, qui forme une sorte de trapézoïde rigide. Donc c'était observé, ma foi, il y a 40 ans maintenant, avec la structure tridimensionnelle des particules du virus de la poliomyélite, il me semble. Et donc, les 3 protéines virales qui forment la capside, l'extérieur en tout cas, la VP1, la VP2 et la VP3, partagent le même motif de structure. Et ce motif de structure permet aux protéines virales, protéines de capside virale, de s'associer soit en pentamère, soit en hexamère. Alors, le domaine de protéines beta barrel jelly roll existe chez les protéines virales et chez des protéines cellulaires, mais les protéines virales ont des caractéristiques spécifiques qui sont indicatives que là, si je vois cette séquence-là dans un génome ou dans une protéine, ça veut dire que c'est une protéine virale. Ça s'appelle un virus hallmark gene. Et tous les virus n'utilisent pas le beta barrel jelly roll. D'accord ? Il y a d'autres virus qui ont d'autres types de motifs structurels qui permettent de faire des pentamères et des hexamères. Mais néanmoins, c'est quelque chose qui est partagé par différents types de virus. C'est très fortement conservé. OK. Donc, là, c'est pour les capsides. Qu'en est-il pour les enveloppes des virus enveloppés ? Donc, on a 2 types d'enveloppes. On a des enveloppes structurées, qu'on voit chez par exemple, le virus de la dengue.
Et on peut voir en cryomicroscopie électronique ici, donc là c'est l'ARN viral. Là j'ai une couche de capside à l'intérieur, une bicouche lipidique, et j'ai les protéines enveloppes qui sont tout autour avec une structure qui est rigide. Donc si je regarde là, j'ai une structure totalement ordonnée sur toute la surface de ma particule virale. Donc c'est comme les protéines des capsides, mais elles sont juste à l'extérieur de la bicouche lipidique. Donc ça, c'est quelque chose qui existe, mais la plupart des virus enveloppés ont une enveloppe flexible, c'est-à-dire que j'ai la bicouche lipidique et les différentes glycoprotéines d'enveloppe peuvent flotter dedans et diffuser dedans de façon libre. Et donc ça, c'est le cas pour le virus de la grippe ici, le SARS-CoV-2, le VIH. Et ça veut dire que deux particules virales ne sont jamais identiques parce que les glycoprotéines sont en train de flotter de façon aléatoire. Donc si je compare deux particules virales différentes, ça ne sera jamais exactement la même chose. C'est pour ça qu'on ne peut pas obtenir la structure en cristallographie ou en rayons X. Alors, quels sont les types de glycoprotéines d'enveloppe qu'on trouve? Donc, tous les virus ont besoin d'une protéine d'attachement, d'une glycoprotéine qui permet l'entrée. Donc, des fois, c'est deux glycoprotéines distinctes, mais des fois, les deux fonctions sont combinées dans la même structure. Donc, pour le SARS-CoV-2, c'est le glycoprotéine spike qui médie à la fois l'attachement et l'entrée infectieuse. Pour le virus de la grippe, c'est l'hémagglutinine. Pour le VIH, c'est le GP160 qui va être clivé en deux protéines différentes. Donc, tous les virus enveloppés ont au moins une glycoprotéine d'enveloppe qui va servir à ces fonctions-là. Mais souvent, on trouve autre chose. Par exemple, on a des viroporines, des petites pores que les glycoprotéines d'enveloppe forment dans l'enveloppe virale. Et des fois, on a d'autres fonctions qui sont par exemple le glycoprotéine M chez SARS-CoV-2 et la neuraminidase chez le virus de la grippe. Donc, ces deux types de fonctions, tout le temps. D'autres fonctions, ça dépend. Donc, on a énormément de virus enveloppés et donc énormément de glycoprotéines d'enveloppe. Mais une chose qui facilite la chose, c'est qu'il semble avoir seulement 3 grandes familles de glycoprotéines de fusion. Donc, on trouve des glycoprotéines de fusion de type 1 chez le virus de la grippe, le VIH, SARS-CoV-2. Et ils sont caractérisés par une structure majoritaire en hélice alpha qui s'associe en trimère et qui se met debout avec une orientation perpendiculaire à l'enveloppe virale. Les glycoprotéines de fusion de type 2, qu'on voit chez le virus de la dengue, chez les flavivirus, sont composées de feuillets bêta et s'associent en dimères qui sont plats sur la surface de la particule virale. Donc très très différent. Et chez d'autres virus, comme le virus de la rage ou les herpès-virus ou le cytomégalovirus, on a une sorte de mélange de feuillets bêta et d'hélice alpha. La structure s'associe en trimère, mais lorsqu'on regarde ici, là, qu'on compare ça avec ça, il n'y a pas vraiment d'organisation en commun. Donc c'est vraiment une famille à part. Donc 3 types de glycoprotéines de fusion. Et on verra un peu leurs fonctions au prochain cours. Donc pour les 20 dernières minutes, je vais parler de classification. Voilà, c'est la partie structure des virus. Maintenant, on passe à la classification. Alors, l'organisme international qui décide de la classification des virus s'appelle le Comité international de taxonomie virale, l'ICTV. Et imaginons que vous découvrez un virus la semaine prochaine et vous avez le projet de l'appeler licence SV virus, un truc comme ça. Mais en fait, vous devez soumettre les caractéristiques de la séquence du virus, de ce virus à l'ICTV, et
Et l'ICTV, vous-même, vous allez dire, oui, je pense qu'il fait partie de telle famille de virus, etc. Et c'est l'ICTV qui va valider la position taxonomique de votre nouveau virus. Alors, la classification des virus a été réellement bouleversée ces dernières années parce que depuis 15 ans, on a accès à quoi qu'on n'avait pas avant, il y a 15 ans, 20 ans, qui a révolutionné la biologie, la microbiologie. On a le séquençage nouvelle génération, les nouvelles technologies de séquençage qui permettent de générer énormément d'informations de séquençage. Et puisqu'on sait que les particules virales sont relativement petites, si on a un échantillon d'eau de mer ou quelque chose comme ça, on peut filtrer pour enlever toutes les cellules eucaryotes, toutes les cellules bactériennes. On passe à travers le filtre, et puis on fait de l'extraction de l'ADN ou de l'ARN à partir de ce qui passe à travers le filtre. Et on a un enrichissement important dans des génomes viraux. Donc on a vraiment des centaines de milliers de nouvelles séquences de génomes viraux qu'on devait faire un effort pour classer. Et donc c'est la raison pour laquelle l'ICTV, maintenant, en gros, la classification est basée sur la structure des génomes viraux, quels sont les gènes qui sont alignés sur le génome du virus, et quelles sont les homologies de séquences chez les protéines qui sont conservées. Donc, par exemple, une protéine qui est conservée chez tous les virus à ARN, c'est la polymérase d'ARN dépendant de l'ARN. C'est présent chez les virus à ARN et pas chez d'autres types d'objets biologiques. Et donc, on peut organiser une phylogénie de tous les virus à ARN basée sur les homologies de structure de cette enzyme, parce que c'est un caractère homologue partagé par tous les membres. Alors, c'est ce qui permet dans la systématique de dire que voilà, on peut définir une sorte d'empire, de realm de riboviria, tous les virus à ARN. Et ensuite, on peut les distinguer en royaume ortho-RNA-virae. Tous les virus qui ont un ARN ont moins, les Negarna-virae qui sont là-haut, là. Et là-dedans, on peut faire différentes classifications de virus basées sur l'organisation des gènes sur le génome et des choses comme ça. Donc, pour n'importe quelle, donc la version officielle maintenant, c'est qu'on va définir le nom de l'espèce en 2 mots, comme pour le reste de la biologie, avec le premier mot qui va être le nom du genre, et le deuxième mot qui est spécifique de l'espèce. Donc, dans le genre orthopneumovirus, en un seul mot, ça c'est dans le genre, le virus orthopneumovirus hominis, c'est ce qu'on appelle le virus respiratoire syncytial. Ce virus fait partie des Paramyxoviridae, qui fait partie des mononéovirales, et en fait, on a des terminaisons qui nous indiquent à quel niveau on est dans la classification. Donc, c'est un énorme travail d'organisation qui a été fait par les différents comités de l'ICTV. Alors, le problème avec ça, c'est que c'est assez nouveau pour la plupart des virologues au niveau mondial. Et de temps en temps, ça râle un petit peu parce qu'on a eu... Ça, c'est les noms que tout le monde a appris. Bon, les gens comme moi, quoi. Okay. Et je sais qu'au CHU de Nantes, tout le monde a appris ces noms-là et ils les utilise encore. Donc, et c'est vrai aussi pour les gens qui travaillent sur les virus des plantes. Donc, on avait virus, telle ou telle chose, tel type de virus. Alors, on a essayé de s'adapter à un premier tour de nomenclature officielle. Donc, jusqu'à récemment, on devait appeler le virus respiratoire syncytial le Human Orthopneumovirus. Le virus Epstein-Barr, il devait être appelé le HHV4, herpès virus humain 4. Mais ensuite, on l'appelait le Human Gamma herpès virus 4. Et maintenant, on a changé tout ça, on a mis tout le monde sur cette dénomination binomiale.
Donc, si on va rendre un résultat au CHU de Nantes, votre patient a une charge virale élevée pour le lymphocryptovirus human gamma 4. Il ne sait pas de quoi on parle là. Donc, on a tous ces nouveaux noms là qui ont été proposés par le comité, et en fait, c'est très éloigné de l'utilisation courante. Mais c'est le seul moyen de gérer toutes ces centaines de milliers de nouvelles séquences, c'est d'avoir une sorte de système qui est standardisé, qui marche pour tout le monde. Donc là, c'est un peu le nouveau cas. Donc ça, c'est la classification ICTV. Une autre classification qui est très importante, c'est la classification de Baltimore, qui était proposée par David Baltimore, l'immense biologiste du XXe siècle. Il est mort juste il y a un mois ou deux, d'ailleurs. Et c'est lui, à la fin des années 1960, qui, lorsqu'il étudiait les virus, il s'est dit, mais en fait, si on veut comprendre la réplication des virus, il faut il faut les classer par leur acide nucléique. Et la première grande distinction, c'est qu'il existe des virus avec un génome en ADN et des virus avec un génome en ARN. Et ensuite, David Baltimore, il a dit, OK, pour les virus à ADN, je vais faire une distinction entre les virus avec un génome en ADN double 1, ça c'est ma classe 1, et les virus avec un génome en ADN simple 1, ça c'est ma classe 2. Et ensuite, il a fait la même chose pour les virus à ARN. Les virus à ARN avec un génome double 1, c'est la classe 3 de Baltimore. Pour les virus avec un génome en ARN simple 1, il les a distingués en deux groupes. Chez les virus dont l'ARN génomique code directement pour les protéines, ce sont les virus ARN brun plus, classe 4, et pour les virus dont le génome ne code pas directement pour une protéine, ce sont des virus de classe 5 avec un génome en brun complémentaire, en moins. Donc, initialement, David Baltimore, il pensait qu'il avait couvert tous les cas possibles, jusqu'à la découverte des rétrovirus. Et les rétrovirus ont un génome en ARN dans la particule virale, mais qui se réplique via un intermédiaire en ADN. Et donc, on a dû inventer une nouvelle classe. Et le virus de l'hépatite B, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire, dans la particule virale, on trouve de l'ADN, mais ce virus se réplique via un intermédiaire en ARN dans la cellule infectée. Et souvent, on les groupe les deux ici en une seule classe, les virus à rétrotranscription. Parce que pour les virus de ces deux classes, à un moment donné, ils doivent transcrire l'information génétique codée dans l'ARN en ADN par une transcriptase inverse. Et ça, c'était une découverte vraiment importante parce que c'était la première fois qu'on avait quelque chose qui ne respectait pas ce qu'on appelait le dogme central de la biologie moléculaire, qui est que l'information biologique passe de l'ADN, ensuite à l'ARN et ensuite aux protéines. Et donc, on a un flux d'informations unidirectionnel. La transcriptase inverse prend l'information génétique qui est dans l'ARN et le copie en ADN. Donc, on a un flux d'informations à l'envers. Donc ça, c'est une découverte vraiment majeure et inattendue qui a valu le prix Nobel pour qui? Quelqu'un sait? Découverte de la transcriptase inverse? Bah, David Baltimore, prix Nobel de 1975, partagé avec Howard Temin qui avait fait un peu la même découverte. Alors, il y a des différences importantes entre la classification de Baltimore et la classification de l'ICTV. Parce que la classification de Baltimore n'est pas une classification phylogénétique. Ce qui veut dire que si on a deux virus dans la même classe, ça ne veut pas dire qu'ils ont un lien de parenté très proche. Et l'inverse est également vrai, c'est-à-dire que je peux avoir deux virus qui sont dans la même famille ou la même, le même royaume de la classification ICTV. D'ailleurs, est-ce que c'est un royaume Virae?
Oui, c'est au niveau phylum. Non, non. Ah, c'est au niveau royaume des virae. Ok. Donc j'ai deux types de virus qui sont dans le même royaume, des Shotoku virae, mais en fait, ils sont dans des classes de bâtiments différentes. Parce que ici, les Gemini viridae ont un génome d'ADN simple brun qui les met dans la classe 2, et les polyomavirus ont un génome d'ADN double brun qui les met dans la classe 1. Alors, on a ces deux classifications qui existent un peu en parallèle. La classification de l'ICTV, c'est la classification phylogénétique officielle. La classification de Baltimore, c'est quelque chose qui est beaucoup plus facile à comprendre et qui est lié au génome viral. Et ça va nous aider à comprendre les stratégies de réplication et d'expression des génomes. Donc, si on veut comprendre comment fonctionne la réplication virale et l'expression des gènes viraux, c'est la classification de Baltimore qui va nous dire en gros comment ça va marcher. Alors, donc, le site web que je recommande à tout le monde, qui est vraiment excellent, c'est le ViralZone. Donc, pour beaucoup d'images, je les ai copiées sur le ViralZone. Et depuis peu, le ViralZone a intégré la nouvelle classification de l'ICTV dans son organisation. Donc, ça commence avec un peu la classification de Baltimore, ADN double brun, ADN simple brun, ARN double brun, brun plus, brun moins, et les virus à transcription inverse. Et ensuite, on a des petites cases qui sont les royaumes ou les phylums majeurs de virus au sein de chaque classe de Baltimore. Donc, on a un vrai effort d'aligner ces deux choses-là. Et donc, ça, c'est bien pour moi et pour vous, si vous voulez le faire, pour voir quel virus fait partie du Pissu viricota et des Chytrine viricota. Je pense qu'il y a peu de virologues qui savent ça vraiment. Mais ça va venir. OK. Donc, la classification ICTV, c'est compliqué et les gens, ils s'y trouvent pas. Mais pourquoi c'est quelque chose d'intéressant? Alors, si on regarde si on réfléchit à l'origine des cellules eucaryotes, c'était peut-être il y a 1,5 milliard d'années. Avant, il n'existait que des bactéries. Et donc, il pouvait exister que des virus infectant des bactéries, des bactériophages. Mais on sait qu'on a énormément de virus qui infectent des eucaryotes. Et la question se pose, quel est le lien entre les bactériophages et les virus qui nous infectent? Donc, si on regarde chez les bactériophages, il y a une famille qui s'appelle les Tectiviridae. La structure de la capside ressemble énormément à la structure d'une capside chez les adénovirus. Et la réplication virale, dans les grandes lignes, se fait un peu avec le même type de mécanisme. Et donc ça, ce sont des caractéristiques qui permettent de regrouper ces deux familles virales dans le royaume de Varideanaviria. Et pareil pour les bactériophages là, ce qu'on appelle les codovirales dans le temps, c'est les codoviricètes, le bactériophage T4, le bactériophage lambda et tout ça. Lorsqu'on regarde bien, ils ont un génome d'ADN double brun linéaire qui va se circulariser dans la cellule infectée. Les capsides sont icosaédriques, mais il y a une sorte de portail sur un des sommets qui fait rentrer et sortir l'ADN génomique dans les capsides. Et on trouve exactement le même type d'organisation chez les herpesvirus, qui sont des virus enveloppés. Donc, on a pris quelque chose de basique chez les codoviricètes, on a mis une enveloppe dessus. Et donc, ces familles virales sont regroupées dans le royaume des Duplodenaviria. La conclusion, ou en tout cas ce qui est suggéré ici par cette organisation ou cette classification, c'est que l'origine des adénovirus et des herpesvirus, c'est quoi? C'est probablement un bactériophage qui a pu s'adapter à la cellule eucaryote. Et donc, la lignée de ces virus à ADN double brun va de très très loin dans le temps et qui va jusqu'à l'origine de toutes ces bactériophages à ADN double brun.
Alors, si on porte notre regard sur le virus à ARN, jusqu'à, je dirais qu'il y a une dizaine d'années, il y avait 0 correspondance entre les virus à ARN chez les eucaryotes et chez les prokaryotes. Et derrière, il y a très très peu de virus à ARN qui infectent des bactéries. Donc on n'a qu'une seule phylum qui s'appelle le Léviviricette. Et on trouve quelques équivalents chez les urolies virales qui sont relativement rares, qui infectent des plantes. Mais lorsqu'on regarde les groupes majeurs de virus à ARN, les Pisuviricota qui comprennent les picornavirus, les coronavirus, les Chytrinoviricotta qui comprennent les Flaviviridae, et puis les virus des plantes comme les Virogaviridae, et les virus ARN brun moins, infectant soit des animaux, soit des plantes, on ne trouve aucun équivalent chez les bactéries. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que probablement ces virus-là ont une origine qui est après l'apparition de la cellule eucaryote. Parce qu'on ne trouve aucun équivalent infectant les bactéries. Donc c'est un petit peu ça l'intérêt de cette organisation, de cet effort de classification. Ça nous permet de comprendre un peu mieux les grandes lignes de l'évolution virale. Donc le résumé pour aujourd'hui, c'est celui-ci. Donc ce que vous devez connaître, ce sont les structures de base de la particule virale. Ok, c'est quoi le capside hélicoïdal, capside icosahédrique, c'est quoi le numéro T, comment on le calcule, quelles sont les différentes fonctions des glycoprotéines d'enveloppe et les 3 classes de glycoprotéines de fusion chez les virus enveloppés, et les 2 types de classification, leur utilité et qu'est-ce qui les différencie. D'accord? Et pour les classifications phylogénétiques de l'ICTV, le grand truc, c'est que c'est quelque chose qui nous permet de réfléchir aux origines de différents virus et différents groupes de virus. Ok, bon, je vous remercie, puis on se revoit un autre jour cette semaine.